Si vous mesurez cette voiture, vous serez stupéfait. Le côté gauche est 7 cm plus long que le côté droit d'origine. Les ingénieurs de Renault n'ont pas commis cette aberration par bêtise. Ils étaient motivés par l'ouverture du premier supermarché au monde. Pour pouvoir y loger un chariot, ils ont dû scier la paroi porteuse, au risque de voir la voiture se plier en deux au premier virage. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret le mieux gardé de la géométrie automobile. Vous découvrirez comment l'arrivée des hypermarchés a sonné le glas de l'élégance, donné naissance à la berline à haillons et pourquoi notre avidité a transformé de belles berlines en ces hideux SUV de 2 tonnes qui étouffent nos villes. Promenez-vous un samedi après-midi sur le parking gigantesque de n'importe quel hypermarché de périphérie. C'est un balai de consommation réglé au millimètre. Observez ces hommes et ces femmes pousser des chariots métalliques démesurés, gorgés de dizaines de kilos de victuailles, de packs d'eau minérale et de cartons volumineux. Regardez comment ils ouvrent, souvent d'un simple geste du pied sous le pare-choc, l'immense porte arrière de leur SUV ou de leur break flambant neuf. Ils engloutissent le contenu de leur chariot dans un espace caverneux, au plancher plat, sans le moindre effort, avant de prendre la route vers leur pavillon de banlieue. Tout cela vous semble d'une banalité affligeante. C'est notre normalité. Mais prenez cette normalité, effacez-la, et reculez l'horloge de 60 ans. Nous sommes au milieu des années 50, dans les rues d'une France qui sort à peine des pénuries de l'après-guerre. La scène de consommation est radicalement différente. Une femme élégante marche sur les trottoirs pavés de son quartier. Elle n'a pas de caddie en métal. Elle tient un filet à provisions en coton à la main. Elle entre chez le boulanger pour acheter son pain, s'arrête chez le boucher, puis chez le maraîcher. Elle achète sa nourriture au jour le jour, presque gramme par gramme, et la transporte à la force de ses bras. Son mari, de son côté, part travailler au volant du fleuron de l'industrie française, une superbe Peugeot 403 ou une élégante Renault Frégate. Ces voitures de l'époque ont un point commun architectural irréfutable, un dogme stylistique que l'on appelle le tricorps ou la berline à 3 volumes. L'avant abrite le moteur, le centre accueille les passagers et l'arrière, totalement séparé, aveugle et rigide, est un coffre, une malle profonde. À l'époque, la frontière entre l'habitacle et la soute à bagages est une paroi d'acier infranchissable. On ne mélange pas les êtres humains avec les marchandises. L'automobile des années 50 n'est pas un utilitaire. C'est un symbole de statut social, un salon sur roues réservé aux chefs de famille, conçu pour le prestige et la grande transhumance des congés payés. La voiture n'a strictement rien à faire avec les courses ménagères. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce mur d'acier entre l'homme et la marchandise était sur le point de s'effondrer? Si je vous disais que la forme de l'arrière de la voiture que vous conduisez aujourd'hui n'a pas été dictée par des ingénieurs en quête d'aérodynamisme, ni par des pilotes de course, mais par une révolution sociologique née au rayon des conserves. C'est l'histoire la plus silencieuse et la plus radicale du XXe siècle. C'est le moment précis où la société de consommation a fait irruption avec une telle violence qu'elle a littéralement déformé le métal de nos véhicules. En juin 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, un événement sismique se produit. Le premier hypermarché Carrefour de France ouvre ses portes. C'est l'importation brutale, monstrueuse du mode de vie américain. Sous des néons froids, sur une surface frôlant les 3000 m², des milliers de Français s'agglutinent. Ils poussent pour la première fois d'immenses caddies en fil de fer. La fièvre acheteuse s'empare de la nation. La ménagère ne fait plus ses courses pour la journée. Elle achète pour la semaine entière. La charge passe de 3 kg dans un filet à 50 kg dans un chariot. Et c'est précisément sur le parking de cet hypermarché que le rêve automobile classique des constructeurs français se fracasse contre le mur de la réalité. Charger un caddie de supermarché débordant de victuailles dans le coffre d'une berline tricorps des années 60 est une torture physique absolue. Le seuil de chargement est absurdement haut. Il faut soulever chaque caisse lourde par-dessus la tôle du pare-choc. L'ouverture est exiguë. Le coffre est un puits sombre et profond, incapable d'absorber des objets volumineux.
La berline bourgeoise, jadis symbole d'élégance, devient soudainement une absurdité ergonomique insupportable, totalement inapte au nouveau mode de vie de la classe moyenne florissante. C'est l'histoire du choc frontal entre le snobisme de la vieille industrie automobile et la frénésie des supermarchés. Pour survivre à cette révolution silencieuse, il a fallu qu'un constructeur accepte de commettre un sacrilège absolu. Il a fallu qu'une équipe d'ingénieurs ose prendre une tronçonneuse et découper littéralement l'arrière de leur véhicule pour inventer ce qu'on appellera le haillon, donnant ainsi naissance au premier chef-d'œuvre hybride du monde de l'auto, la Renault 16. Mais avant de plonger dans le cauchemar de ces ingénieurs, qui devaient découper la structure de leur voiture au risque de les voir se plier en deux au premier virage, vous devez comprendre à quel point le monde de l'automobile était figé. Un monde d'hommes en costume qui considéraient qu'ouvrir l'arrière d'une voiture jusqu'au pare-choc était une insulte, une infamie réservée aux camions de livreurs et aux plombiers. Avez-vous déjà dû vous battre avec un coffre de berline classique pour y faire rentrer un meuble ou un simple écran plat, maudissant l'étroitesse de l'ouverture? Avez-vous déjà regretté l'époque où les voitures avaient des lignes de berline majestueuses plutôt que nos haillons pratiques, mais parfois sans grâce? Dites-le dans les commentaires, car l'arrogance des ingénieurs que nous allons rencontrer dépasse l'entendement. Pour comprendre l'hérésie que va représenter l'invention du haillon, il faut d'abord pénétrer dans l'esprit rigide, codifié et profondément aristocratique des bureaux d'études automobiles des années 50. À cette époque, la voiture n'est pas un vulgaire objet de consommation courante. C'est une architecture sociale roulante, un monument d'acier qui dicte la place de chacun. Le dogme absolu, incontestable, gravé dans le marbre depuis les bastions de Peugeot à Sochaux jusqu'aux usines de Renault à Boulogne-Billancourt, porte un nom technique froid, le tricorps. La berline a 3 volumes. Prenez une Peugeot 403, une rutilante 404 ou une majestueuse Renault Frégate. L'espace y est divisé avec une ségrégation quasi religieuse. Le premier volume, à l'avant, est dédié à la mécanique, l'antre bruyante et sale du moteur. Le volume central est le salon, le sanctuaire tapissé de drap ou de velours où prennent place les êtres humains. Et tout à l'arrière, totalement aveugle, isolé du reste de l'habitacle par une épaisse paroi d'acier infranchissable, se trouve la malle, le coffre. Dans l'esprit des seigneurs de l'industrie, mélanger l'espace dévolu aux humains et l'espace réservé aux bagages est une faute de goût impardonnable. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, on ne dîne pas dans la soute d'un navire. Cette ségrégation de l'acier reflète avec une précision mathématique la ségrégation de la société patriarcale de l'époque. L'acheteur type, l'unique cible des campagnes publicitaires de ces majestueuses berlines, c'est Monsieur, le chef de famille. La voiture est son prolongement direct, le trophée éclatant de sa réussite professionnelle. Il l'utilise pour se rendre à son bureau, à son ministère ou à la direction de son usine, et une fois par an, lors de la grande transhumance estivale, il charge la malle pour emmener sa famille sur la Riviera ou la Côte d'Azur. Ce coffre est pensé pour avaler 3 valises rigides en cuir, fermées à clé, que le patriarche empile avec une précision géométrique. Et madame, dans tout cela? Pour l'immense majorité des ingénieurs en blouse blanche, elle n'a aucune influence sur la conception structurelle du véhicule. Son univers de consommation est strictement circonscrit à son quartier. Elle se déplace à pied sur les trottoirs pavés. Elle visite son boucher, son poissonnier, son crémier et rapporte ses emplettes quotidiennes dans un filet en macramé ou un sac en toile tressée. La charge excède rarement quelques misérables kilos. L'idée même de démarrer le moteur de la berline familiale, ce joyau de chrome qui a coûté des années d'économie pour aller acheter des poireaux et des boîtes de conserve, est perçue comme un sacrilège, une absurdité totale. Bien sûr, les constructeurs savent techniquement comment créer du volume de chargement continu. Les breaks existent déjà, mais ils sont frappés du sceau de l'infamie. Dans les années 50 et au début des années 60, rouler en break est une humiliation sociale.
C'est le véhicule du plombier zingueur, du représentant de commerce, de l'artisan ou du paysan. C'est une camionnette utilitaire à laquelle on a daigné rajouter quelques vitres. Jamais, au grand jamais, un cadre supérieur, un médecin ou un avocat n'accepterait d'humilier sa famille en l'exhibant le dimanche dans un véhicule conçu pour transporter des sacs de ciment ou des quartiers de viande. Le snobisme exige que la praticité soit sacrifiée sur l'autel de l'élégance. Le coffre aveugle et séparé est le dernier grand rempart de la respectabilité bourgeoise. Forts de ces certitudes inébranlables, les grands patrons de l'industrie dorment sur leurs deux oreilles. À Sochaux, les dirigeants de Peugeot polissent les ailerons effilés de la 404 avec la conviction absolue que le monde n'évoluera plus. Ils sont intimement persuadés que l'élégance de la ligne tricorps est la forme finale, l'alpha et l'oméga de l'évolution automobile. Ils s'enferment dans une bulle de condescendance, totalement aveugles, sourds aux frémissements tectoniques qui commencent à faire trembler les fondations mêmes de la société de consommation. Ils ignorent avec une arrogance suicidaire que l'émancipation silencieuse des femmes, couplée à l'obsession du modèle de consommation américain, est en train d'armer une bombe à retardement sociologique qui va pulvériser leur sacro-saint dogme stylistique. Avez-vous déjà possédé une de ces berlines classiques avec une malle séparée ? Vous souvenez-vous de la frustration absolue, de la rage ressentie en essayant de contorsionner un objet légèrement trop volumineux pour le faire passer par cette ouverture minuscule et mal commode ? Partagez vos pires galères de chargement dans les commentaires, car ce que vous avez ressenti n'est rien, absolument rien, comparé à la torture psychologique et physique que l'industrie s'apprête à infliger à des millions de conducteurs. L'aveuglement des ingénieurs de l'automobile était total, mais ils ne pouvaient résister à l'invasion d'un concept vorace qui allait rayer de la carte le tissu des petits commerces de centre-ville. En juin 1963, à 24 km au sud de Paris, au milieu des terrains vagues de la banlieue, un bâtiment difforme, sans âme, inondé de néons froids et d'une superficie monstrueuse, sort de terre pour engloutir le mode de vie des Français. Son inauguration va rendre instantanément obsolètes des millions de coffres de voitures, déclenchant le compte à rebours d'un affrontement mécanique et culturel d'une violence sans précédent. Le 15 juin 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, l'apocalypse commerciale frappe la France avec la précision foudroyante d'une frappe chirurgicale. Oubliez les petits commerces de centre-ville, les auvents rayés de toile et l'odeur rassurante du pain chaud. Sur un terrain vague de la grande banlieue parisienne, un monstre de tôle et de béton s'éveille. 2500 mètres carrés d'allées rectilignes, cliniques, noyés sous une lumière crue au néon. C'est l'inauguration du tout premier hypermarché Carrefour. L'importation brutale, massive et totalement décomplexée de la religion consumériste américaine sur le sol européen. Ce jour-là, l'outil qui va sceller le destin de l'industrie automobile mondiale n'a ni moteur ni volant. C'est un simple panier de fil de fer monté sur 4 roulettes folles, le chariot de supermarché, le fameux caddie. Jusqu'ici, la ménagère française arpentait les ruelles de son quartier pour acheter de quoi nourrir sa famille au jour le jour, ramenant ses provisions à la force de ses poignets dans des filets en coton. Soudain, on lui confie ce véhicule métallique gigantesque, véritable gouffre à marchandises. L'ivresse de l'abondance s'empare instantanément des esprits. On n'achète plus pour le repas du soir, on stocke pour la semaine entière. Les boîtes de conserve s'empilent, les dizaines de bouteilles en verre s'entrechoquent, les paquets de lessive s'entassent. La charge atteint allègrement les 50 kilos. Parallèlement à cette frénésie d'achat, une révolution silencieuse mais colossale bouleverse la société. Les femmes obtiennent massivement leur permis de conduire. Elles s'emparent des clés de la sacro-sainte voiture familiale pour accomplir cette nouvelle transhumance hebdomadaire vers les temples de béton de la périphérie. Et c'est précisément là, sur l'immense désert d'asphalte noir du parking de l'hypermarché, que la collision frontale entre la nouvelle société de consommation et l'ancien dogme automobile bourgeois va produire une étincelle de désespoir absolu. Visualisez la scène avec précision. Une mère de famille pousse son lourd chariot métallique jusqu'à la poupe de la majestueuse Peugeot 404 de son mari.
ou face au capot arrière d'une Dauphine. Elle ouvre la malle. Et là, le cauchemar ergonomique révèle sa véritable nature. Le coffre tricorps n'a jamais été conçu pour la vie quotidienne. Le seuil de chargement, cette barrière de tôle peinte et de chrome étincelant qui protège le pare-choc, est atrocement, ridiculement haut. Pour faire entrer la marchandise, il ne suffit pas de la glisser, il faut la soulever à bout de bras. Soulever des packs d'eau minérale et des filets de pommes de terre au-dessus de la carrosserie pour les plonger dans ce puits obscur et confiné. La ménagère doit se casser le dos, s'étirer douloureusement, plonger la moitié de son corps dans la soute pour atteindre le fond du coffre. Les manteaux se salissent sur la tôle poussiéreuse de la rue, les bouteilles de vin en verre se brisent dans des bruits sourds contre le métal. Les grands cartons restent coincés par l'étroitesse absurde de l'ouverture. La luxueuse berline tricorps, symbole éclatant de la réussite française, se transforme instantanément en un redoutable et pathétique instrument de torture physique. Depuis les fenêtres de son bureau vitré à Boulogne-Billancourt, un homme observe cette mutation de la société avec la froide lucidité d'un sociologue. C'est Pierre Dreyfus, le charismatique et redoutable PDG de la Régie nationale des usines Renault. Contrairement aux aristocrates cloîtrés de Sochaux qui méprisent ouvertement le mode de vie des banlieues, Dreyfus comprend avant tout le monde que le monde de papa est mort et enterré. L'hypermarché vient de réécrire les règles de la survie industrielle. Si l'automobile s'entête à rester un salon bourgeois affublé d'une soute aveugle, elle finira au musée des antiquités. Dreyfus convoque ses directeurs de bureaux d'études et lance un pavé nucléaire dans la mare de l'ingénierie. Le projet 115. Ces directives sont une déclaration de guerre totale à l'académisme. Il foudroie ses designers en leur ordonnant de cesser immédiatement de dessiner des monuments à la vanité masculine. Il exige une voiture à vivre. Une machine hybride, utilitaire, modulable à l'extrême, entièrement dévouée à la famille moderne. Une voiture où l'on n'aura plus jamais besoin de se briser la colonne vertébrale pour y charger les fruits du consumérisme de masse. Avez-vous déjà eu cette sensation frustrante que les objets du quotidien, même les plus chers, n'avaient absolument pas été testés dans la vraie vie par ceux qui les ont conçus? Avez-vous déjà ruiné vos vêtements ou votre dos simplement parce qu'un designer a privilégié la symétrie esthétique à la logique la plus basique? Racontez-nous vos pires batailles contre des coffres mal conçus dans les commentaires, car le défi que Dreyfus vient de lancer va virer au cauchemar technologique. Sur le papier, la philosophie de Pierre Dreyfus est d'une brillance inouïe. Elle respire la modernité. Mais lorsque les croquis préliminaires arrivent sur les tables rétroéclairées de l'ingénierie structurelle, le sang quitte brutalement le visage des techniciens en blouse blanche. Pour que le volume d'un chariot de supermarché puisse glisser sans aucun effort à l'intérieur de l'habitacle, il faut effacer le seuil de chargement. Il faut arracher le coffre. Pire encore, il faut purement et simplement pulvériser la cloison d'acier massive qui sépare l'habitacle de la malle arrière pour y installer une immense 5e porte vitrée, le haillon. Or, dans la science automobile des années 60, cette paroi métallique n'est pas un simple panneau de décoration intérieure, c'est le mur porteur de la voiture. C'est l'épine dorsale, le verrou structurel qui empêche l'ensemble du châssis de se tordre sur lui-même à la moindre imperfection de la route. Demander à ces hommes de découper la totalité de la face arrière d'un véhicule, c'est leur demander de violer les lois de la physique des matériaux. Retirer cette cloison, c'est condamner la voiture à se plier, à se déchirer comme une vulgaire boîte d'allumettes écrasée dès le premier virage pris à vive allure. En voulant créer la voiture parfaite pour les supermarchés, Dreyfus ne vient pas seulement de commander un nouveau design. Il vient d'ordonner à ses hommes de concevoir une machine structurellement suicidaire. L'ingénierie automobile repose sur un principe physique d'une brutalité élémentaire, la rigidité torsionnelle. Pour comprendre le cauchemar absolu dans lequel l'équipe de Pierre Dreyfus vient de plonger, prenez une simple boîte à chaussures en carton. Retirez le couvercle. Prenez la boîte à 2 mains et tordez-la en diagonale. Elle se plie, se déchire et s'écrase sans la moindre résistance. Remettez le couvercle fermement et la boîte devient soudainement un bloc rigide, indéformable. Dans une berline classique des années 60, ce couvercle, c'est la paroi métallique blindée qui sépare le dos des passagers arrière du coffre.
c'est le mur porteur de l'édifice. C'est lui qui encaisse les chocs, absorbe l'énergie des virages et empêche le châssis de se disloquer. Or, la directive du projet 115 est implacable. Pour que la ménagère puisse y jeter les dizaines de kilos de son chariot de supermarché sans se briser les reins, il faut arracher ce mur porteur. Il faut découper la face arrière de la voiture jusqu'au ras du pare-choc. Sur les pistes d'essai secrètes de l'Hardy, les premiers prototypes sans parois arrière vivent l'enfer. Les essayeurs poussent les châssis mutilés dans les courbes à haute vitesse et la catastrophe se produit. Dépourvue de son épine dorsale, la structure se tord avec une telle violence que les portières s'ouvrent toutes seules en plein virage. Le pare-brise se fend sous la contrainte des montants qui s'écartent. La voiture est en train de s'auto-détruire. L'ingénieur et designer Gaston Juchet refuse de capituler. Puisqu'il est impossible de garder un mur, il va devoir construire un exosquelette invisible. Les ingénieurs de Renault se lancent dans un combat acharné contre le métal. Ils épaississent massivement les soubassements, renforcent les bas de caisse avec des caissons d'acier, injectent des nervures de renfort dans le toit et inventent des soudures inédites. Ils compensent l'absence de parois par une cage thoracique périphérique d'une rigidité psychotique. C'est à ce prix, au prix de mois d'angoisse mathématique, que naît l'innovation qui va terrasser le XXe siècle. Le haillon. Une immense 5e porte vitrée s'ouvrant vers le ciel qui dévoile une soute béante totalement dénuée du moindre obstacle. Mais Juchet sait qu'un simple trou béant à l'arrière ne suffit pas. Si l'on veut que cette machine devienne l'outil absolu de la société de consommation, l'intérieur doit subir une métamorphose encore plus radicale. L'habitacle ne doit plus être un salon figé, il doit devenir un transformeur, un espace liquide. Juchet invente la modularité totale. C'est une déflagration ergonomique. Dans cette nouvelle machine, qui sera bientôt baptisée la Renault 16, les sièges ne sont plus de simples fauteuils boulonnés au plancher. Ils coulissent sur des rails immenses. Ils peuvent se rabattre vers l'avant pour augmenter la taille du coffre, s'incliner totalement vers l'arrière pour transformer l'habitacle en un véritable lit 2 places, ou pire encore pour l'époque. Ils peuvent être purement et simplement arrachés de la voiture et laissés dans le garage. En 1 minute de manipulation, la paisible berline bourgeoise se vide de ses entrailles et offre un plancher rigoureusement plat, dégageant un volume de chargement insensé de 1200 litres. Vous pouviez y glisser une machine à laver, un réfrigérateur ou les provisions d'un mois entier pour une famille de 5 personnes. C'était l'arme fatale, la réponse mécanique parfaite à l'hypermarché Carrefour. Cependant, pour obtenir ce fameux plancher rigoureusement plat à l'arrière, les ingénieurs se sont heurtés à un dernier obstacle technique colossal. Et pour le contourner, ils ont dû commettre un acte de piraterie mécanique d'une telle audace qu'il choque encore les puristes aujourd'hui. Pour que le coffre soit plat, il était formellement interdit d'utiliser des ressorts de suspension classiques à l'arrière, car les tourelles de ces ressorts auraient envahi l'espace de chargement. La seule solution pour garder un plancher bas était d'utiliser des barres de torsion transversales, de longues tiges d'acier élastique couchées horizontalement sous le plancher de la voiture. Mais pour offrir un débattement suffisant et un confort digne d'une routière française, ces barres devaient faire la largeur totale du véhicule. Il était donc physiquement impossible de les aligner l'une en face de l'autre. La décision de Renault fut d'un pragmatisme absolu, à la limite de l'hérésie géométrique. Ils ont placé la barre de torsion de la roue gauche juste devant la barre de la roue droite. La conséquence de cet agencement est le secret industriel le mieux gardé et le plus fascinant de la Renault 16. Si vous prenez un mètre ruban et que vous mesurez cette voiture, vous allez découvrir une anomalie vertigineuse. La voiture est asymétrique. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre la roue avant et la roue arrière, n'est pas le même des deux côtés. Le côté gauche de la R16 est plus long de 7 cm que le côté droit. La roue arrière gauche est reculée, la roue arrière droite est avancée. Cette berline roule littéralement de travers, comme un crabe, traînant une difformité anatomique qu'aucune autre marque au monde n'aurait jamais osé valider pour un véhicule de série. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà croisé un objet industriel majeur vendu à des millions d'exemplaires
qui cachait un défaut de symétrie aussi flagrant et intentionnel. Seriez-vous prêt aujourd'hui à acheter une voiture neuve dont les roues gauches et droites ne sont pas alignées, simplement parce que cela vous offre un coffre plus grand? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce secret hallucinant de la R16, ou si vous estimez que les ingénieurs étaient allés beaucoup trop loin dans le sacrifice de l'esthétique au profit de la fonction. Car ce profil asymétrique, ce coffre de camionnette et cette face arrière tronquée n'allaient pas rester confinés dans l'ombre des laboratoires d'essais. En 1965, la bâche allait être retirée sur les podiums des salons automobiles internationaux. La voiture à vivre, cette création hybride, bâtarde, conçue par et pour les supermarchés de banlieue, allait enfin être soumise au regard de la haute société parisienne, de la presse spécialisée et, surtout, de ses concurrents directs. Et la réaction de l'establishment ne fut pas de la curiosité, ni même du scepticisme. Ce fut un lynchage organisé, un déferlement de mépris de classe d'une violence inouïe, mené par une noblesse industrielle terrifiée à l'idée que cette monstrueuse camionnette bourgeoise puisse contaminer le monde. Le printemps 1965 s'ouvre sur un salon de l'automobile où l'atmosphère est électrique, chargée d'une tension presque palpable. Sous les projecteurs, la régie Renault retire enfin le voile sur son projet 115, officiellement baptisé Renault 16. Et la réaction immédiate de l'establishment n'est pas la fascination, c'est un lynchage. Un déferlement de mépris de classe, d'une pureté et d'une violence absolue. À près de 400 km de là, dans la forteresse franc-comtoise de Sochaux, les hauts dirigeants de Peugeot observent les premières photographies de la machine parisienne. Leur réaction oscille entre le rire moqueur et l'indignation sincère. Pour cette aristocratie de la tôle, gardienne du temple de la berline tricorps classique, la R16 est une abomination visuelle. Ils regardent cette ligne hybride, ce toit fuyant, et surtout, cet énorme haillon vitré qui dénude l'arrière du véhicule, et ils l'affublent instantanément du surnom le plus humiliant de l'industrie, la camionnette du boulanger. La presse automobile, profondément conservatrice et friande de lignes élancées à l'italienne, emboîte le pas avec une férocité rare. Les journalistes fustigent ce profil lourd, cette esthétique utilitaire qui ose se faire passer pour une voiture familiale bourgeoise. Pour l'intelligentsia de l'époque, rouler dans une Renault 16, c'est avouer publiquement que l'on est un livreur de marchandises endimanchées. C'est mélanger le salon de réception avec l'arrière-boutique de l'épicier. Les cadres de Peugeot sablent le champagne, intimement convaincus que Pierre Dreyfus vient de commettre le suicide commercial du siècle. Ils sont persuadés que leur futur Peugeot 504, un chef-d'œuvre de classicisme dessiné par Pininfarina, avec un coffre aveugle bien séparé, écrasera cette aberration asymétrique sur le marché de l'élégance. Mais les aristocrates de Sochaux et les journalistes parisiens avaient oublié de calculer une variable sociologique foudroyante. Ils ne comprenaient pas que le centre de gravité du pouvoir d'achat venait de se déplacer. La décision d'acheter une voiture ne se prenait plus uniquement entre hommes dans les fumoirs, en discutant de cylindrée ou de lignes de fuite. Elle se prenait désormais dans les pavillons de banlieue, avec une nouvelle prescriptrice implacable, la femme. Lorsque les familles de cette nouvelle classe moyenne poussent les portes des concessions Renault, elles ne lisent pas les critiques assassines de la presse parisienne. Elles se moquent éperdument que la voiture soit asymétrique de 7 cm pour faire passer les barres de torsion. Ce qu'elles voient, c'est une révélation absolue. Le vendeur saisit la poignée du haillon et le soulève d'un seul doigt, révélant une soute monumentale. Il fait coulisser les sièges, les rabat, les transforme en quelques secondes. Dans les yeux des mères de famille, la géométrie de la R16 se superpose exactement à l'angoisse du parking de l'hypermarché Carrefour. Elle visualise instantanément les dizaines de kilos de course glissant sans le moindre effort sur ce plancher plat, les poussettes s'engouffrant sans qu'on ait besoin de les démonter, les vélos des enfants avalés par la carrosserie. Le snobisme s'effondre en quelques secondes face à la tyrannie de l'aspect pratique.
Le pragmatisme absolu assassine le classicisme. Le verdict du marché s'abat sur l'industrie avec la force d'un tsunami. La prétendue camionnette du boulanger ne se contente pas de bien se vendre. Elle pulvérise tous les records de l'époque. En 1966, au nez et à la barbe des puristes indignés, la Renault 16 est couronnée voiture européenne de l'année. Les usines de Sandouville, construites spécialement pour elle, tournent à un rythme frénétique, crachant des milliers de véhicules pour tenter de résorber des listes d'attente interminables. Plus de 1,8 million d'exemplaires seront écoulés. Elle envahit les routes, s'impose dans les cours des pavillons, devient la coqueluche des médecins de campagne, des cadres dynamiques et des familles nombreuses. Elle ne crée pas un simple segment de marché, elle crée une nouvelle norme de civilisation. Face à ce raz-de-marée, la guerre des classes automobiles prend fin sur une capitulation totale et humiliante de l'ancienne garde. Le dogme du tricorps est mortellement blessé pour les voitures de grande diffusion. L'onde de choc traverse les frontières. En Allemagne, Volkswagen, qui s'acharnait avec sa vieille coccinelle, observe la R16 et comprend que le salut passe par le haillon, accouchant quelques années plus tard de la Golf. Et même Peugeot, le bastion de l'arrogance, le défenseur acharné de la malle arrière, sera contraint de plier le genou, la honte au front, et de tronçonner l'arrière de ses propres véhicules pour survivre, intégrant des haillons salvateurs sur la 104, puis sur la mythique 205. Le chariot de supermarché avait remporté sa guerre totale contre l'aristocratie de la berline. L'utilitaire avait vaincu l'élégance. Mais ce triomphe absolu de la commodité ne vous laisse-t-il pas un goût amer? Avez-vous déjà sacrifié la beauté esthétique d'un objet, d'une voiture, ou même de votre propre logement, uniquement pour son côté strictement utilitaire, au point de le regretter plus tard? Partagez vos compromis esthétiques les plus inavouables dans les commentaires, car le compromis que l'industrie vient de valider va engendrer un monstre échappant à tout contrôle. L'ingénierie avait plié l'échine devant la carte bleue du consommateur de masse, transformant la voiture en une annexe mobile du caddie. La boîte de Pandore de la surconsommation venait d'être grande ouverte. En offrant aux familles une soute sans limite, l'industrie n'a pas seulement réglé un problème de logistique hebdomadaire, elle a créé un besoin insatiable de volume. Une gloutonnerie spatiale qui allait dévorer nos villes et transformer ces ingénieuses berlines d'antan en des forteresses de 2 tonnes, aveugles et boulimiques, qui écrasent aujourd'hui nos trottoirs. Si le haillon de la R16 était le patient zéro de cette mutation, le virus s'apprête maintenant à dévaster la planète entière. La victoire de la Renault 16 ne s'est pas arrêtée aux lourdes portes des usines d'assemblage, ni même sur l'asphalte des routes nationales. Elle a irradié bien au-delà de la mécanique, redessinant jusqu'à la carte même de notre civilisation moderne. En offrant aux familles une soute béante, capable d'avaler sans le moindre effort les outrances et les excès d'un hypermarché, l'industrie automobile n'a pas seulement répondu à un besoin, elle a validé, financé et accéléré un cataclysme urbain. Ce haillon triomphant était un cheval de Troie. En rendant le transport de masse accessible aux simples citoyens, l'automobile a permis la désertification brutale des centres-villes. Les petits commerçants, les bouchers de quartier avec leurs devantures de bois et les épiciers de proximité ont été méthodiquement balayés, asphyxiés par des océans de bitume construits en périphérie. Le haillon n'était pas qu'une ingénieuse trouvaille de designer. C'était l'arme logistique de destruction massive qui a permis à la grande distribution d'imposer son monopole absolu sur nos vies. Nous étions convaincus d'acheter une voiture plus pratique pour faciliter notre quotidien. Nous avions en réalité acheté, à crédit, le propre corbillard de notre tissu social. Mais la gloutonnerie humaine est une maladie dégénérative qui ne connaît aucun point de satiété. L'astucieuse berline modulable des années 60, avec ses sièges escamotables et son espace optimisé, a fini par muter sous l'effet de notre névrose consumériste galopante. Le plancher plat de la R16, qui semblait si vaste à l'époque, ne nous suffisait plus. Il fallait charger toujours plus, empiler les gigantesques cartons de meubles en kit scandinave, engloutir les écrans plats démesurés, entasser les provisions achetées en gros dans des entrepôts de discount.
l'outil s'est retourné contre son créateur. Aujourd'hui, l'élégant petit haillon vitré qui s'ouvrait à la force du poignet s'est métamorphosé en un lourd haillon motorisé, blindé de vérins hydrauliques et de capteurs électroniques, refermant la soute d'un SUV boulimique de plus de 2 tonnes. Regardez les monstres d'acier boursouflés, hauts sur pattes et atrocement agressifs qui étouffent nos rues contemporaines. Ces mastodontes ne sont plus des automobiles, ce sont des forteresses de stockage, des bunkers de consommation sur roues. Nous avons sciemment sacrifié l'aérodynamisme, la finesse, la légèreté et le plaisir de conduire sur l'autel de la commodité absolue. La voiture-outil de Pierre Dreyfus est devenue un entrepôt ambulant, une extension morbide, presque pathologique, de nos propres placards. C'est précisément pour cette raison qu'un phénomène psychologique d'une puissance fascinante frappe le marché de l'automobile de collection aujourd'hui. Pourquoi des milliers de passionnés se ruinent-ils, sacrifient-ils leur week-end pour restaurer de vieilles berlines tricorps, ces fameuses voitures avec un coffre aveugle, exigu et atrocement malcommode? Pourquoi une Peugeot 404, une Citroën DS ou une Alfa Romeo Giulia des années 60 exercent-elles une fascination si charnelle, si irrésistible? Parce que leur absolue inutilité pratique est devenue une poésie viscérale. Elles incarnent le vestige d'une époque révolue, un âge d'or où l'on refusait catégoriquement de transformer une œuvre d'art industrielle en vulgaire bête de somme. L'inconfort de leur mal séparé est le prix exact de leur élégance inaltérable. En contemplant leurs lignes fuyantes, longues et fines, nous pleurons secrètement ce moment de bascule fatidique où notre société a accepté de troquer la grâce et la beauté contre un simple volume de chargement en litres. Regardez le véhicule qui est garé en bas de chez vous aujourd'hui. Avez-vous, vous aussi, succombé à cette folie des grandeurs en achetant un SUV gigantesque et lourd dont vous n'utilisez la capacité totale de chargement qu'une ou 2 fois par an pour partir en vacances? Êtes-vous prêt à admettre publiquement que notre obsession névrotique du pratique a définitivement assassiné la beauté du design automobile? Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la brutalité utilitaire d'un immense coffre moderne ou l'élégance stricte, mais insupportablement peu pratique, d'une berline classique à l'ancienne. L'histoire de la Renault 16 nous a prouvé que la toute-puissante ingénierie automobile finissait toujours par courber l'échine et se soumettre docilement devant la carte bleue du consommateur. Le haillon est né parce que l'industrie a compris qu'elle perdrait des millions si elle osait ignorer les chariots de supermarché. L'équation financière a forcé l'innovation. Mais que se passe-t-il lorsque cette même logique comptable implacable, ce même cynisme dicté par les tableurs, s'inverse soudainement avec une froideur sociopathique vertigineuse? Que se passe-t-il lorsque des ingénieurs découvrent une erreur de conception mortelle sur une voiture, mais que les hommes en costume cravate au sommet de la tour calculent, à la décimale près, qu'indemniser les familles des victimes brûlées vives coûtera statistiquement moins cher que de modifier une simple pièce en plastique à 11 $ sur les chaînes de montage? Le calcul de la rentabilité a transformé nos véhicules en chariots de course, mais de l'autre côté de l'Atlantique, dans les bureaux calfeutrés du géant Ford, cette même obsession macabre des chiffres vient de transformer des centaines de milliers de conducteurs confiants en de véritables cibles roulantes, prêtes à s'enflammer au moindre choc.